Nous sommes en 1187, sous les murs de Jérusalem. Plus de 80 ans après la conquête franque, un souverain kurde appelé Saladin fait avancer ses tours de siège pour prendre d'assaut la ville sainte. Il a déjà écrasé les chevaliers lors de la bataille de Hattin, affrontement au cours duquel il a capturé le roi et a fait décapiter ses meilleurs capitaines. En l'absence des Templiers, en l'absence des Hospitaliers, en l'absence du roi et de Renaud de Châtillon, les défenseurs ne résistent pas longtemps et les Ayyoubides pénètrent dans la cité. Le royaume de Jérusalem s'effondre aussitôt et les derniers croisés se réfugient dans la ville de Tyr. Alors, les nouvelles de ce désastre ou de ce triomphe, tout dépend des points de vue, font rapidement le tour du monde. Lorsqu'elles arrivent à l'oreille du pape, l'appel aux armes s'impose immédiatement dans les esprits. Par la bulle Audita Tremendi, datée de seulement 25 jours après la perte de la ville sainte, Grégoire VIII exige une réaction de l'Occident. Le roi des Francs, le roi d'Angleterre, l'empereur germanique, tous les princes doivent accomplir leur devoir de chrétiens en prenant la croix pour le Christ. Pour nous, c'est en tout cas l'occasion de découvrir le destin si particulier de Philippe Auguste, un homme, dit-on, qui sera le premier à porter le titre de roi de France. Quel est son rôle et pourquoi est-il important? Comment mettre en relation la troisième croisade et la transition entre francs et français? En fait, en prenant le chemin vers Jérusalem, Philippe Auguste ne sait pas qu'il est au-devant d'un destin inattendu qui le fera entrer dans l'histoire. Pour cette nouvelle série sur Philippe Auguste, pouvait-on rêver mieux comme sponsor que les éditions Phoenix, la seule maison qui réédite les vieux ouvrages sur l'histoire de France dans un format royal. Pour l'occasion, notre partenaire vous propose une biographie exceptionnelle de Philippe II écrite par Achille Lucher. Découpée en 3 livres, elle détaille tous les enjeux du règne, mais également l'état de la société médiévale de l'époque, société déchirée entre guerre civile, croisade, impôts et espoir de renouveau. Sur environ 450 pages, l'ouvrage vous donnera une connaissance approfondie du Moyen-Âge français pendant les XIIe et XIIIe siècles. Alors, pendant 2 semaines à partir de la date de sortie de cette vidéo, la biographie de Philippe Auguste par Achille Lucher est à seulement 40 €. Vous pourrez aussi retrouver une collection complète et en constante augmentation sur l'histoire de France qui va de Clovis à la monarchie de Juillet en passant par Jeanne d'Arc et Napoléon. Le lien se trouve juste en dessous. Votre achat servira aussi à financer la restauration du patrimoine car une partie des bénéfices est reversée à une fondation. Excellente vidéo à vous et à très vite chez les éditions Phoenix. En 1187, l'Occident est appelé une nouvelle fois au secours des Latins d'Orient après la reprise de Jérusalem par Saladin. Pour comprendre les conséquences de la troisième croisade sur le royaume des Francs, il faut se pencher sur le règne de Philippe Auguste, mais pour en saisir toute la profondeur, il faut remonter quelques décennies en arrière. Dans les années 1160, c'est son père Louis VII qui est installé sur le trône et celui-ci est en lutte avec l'Empire plantagenet. Si vous souhaitez découvrir comment les Angevins ont réussi à réunir un territoire aussi grand, n'hésitez pas à regarder les 2 épisodes qui s'affichent ici. Les événements que nous allons décrire ensemble découlent directement des tensions provoquées par l'union de la maison d'Anjou avec la maison de Poitiers. Première chose à savoir, quand on présente le conflit entre Capétiens et Plantagenets, on regarde souvent 2 cartes aux contours unifiés. Pourtant, rien n'est plus trompeur, les 2 ensembles ne sont pas homogènes et on devrait plutôt les représenter sous forme de pyramide. Dans un système féodo-vassalique, chaque petite brique représente un domaine. Sur un domaine règne un bailli ou un châtelain rattaché à la suzeraineté d'un seigneur, lui-même vassal d'un comte ou d'un duc. Puis, tout en haut de l'édifice se trouve généralement un roi, comme Louis VII pour la France. Chez les Plantagenets, l'empire que nous voyons sur la carte est peut-être très étendu, mais sa structure se décline en plusieurs pyramides. Une première pour l'Angleterre, une deuxième pour la Normandie, une troisième pour l'Anjou, une quatrième pour l'Aquitaine et une dernière pour la Bretagne. Or, dans cette configuration, le suzerain Henri II n'est pas le maître absolu de l'édifice. Chacune de ces pyramides tend à se disloquer constamment et il faut relier les briques entre elles par des mariages, par des alliances ou par des interventions armées. Dans l'autre camp, les pyramides des Capétiens sont bien plus modestes, mais c'est paradoxalement ce qui fait leur force. À côté de la pyramide France, il y a les pyramides Champagne, Flandre, Bourgogne, Toulouse. Le roi des Francs doit aussi gérer les disputes entre seigneurs, mais le fait d'avoir un pays plus resserré facilite la gestion des conflits. En plus, la maison Capet dispose d'un domaine royal qui constitue la pierre angulaire de son influence. Elle dirige ce territoire directement et celui-ci tend à s'agrandir au fil du temps. Résultat, cette expansion renforce la capacité de Paris à mobiliser des ressources pour la guerre, tandis que la maison d'Anjou est débordée par les conflits internes.
Alors, si Louis VII est désemparé par les erreurs qu'il a faites, il adopte rapidement une politique de divide et impera, ou diviser pour mieux régner en français. Prenons un exemple. En Angleterre, le trône n'a été acquis au comte d'Anjou que par une guerre très violente qui aura duré environ 10 ans. La suzeraineté angevine ne s'est imposée que par la force, et beaucoup d'Anglais refusent la domination d'un étranger. C'est le cas par exemple de Thomas Becket, un archevêque très influent sur la Grande Île. Il refuse d'appliquer les réformes religieuses du roi d'Angleterre, obligeant le comte angevin à se déplacer personnellement. Cependant, l'archevêque s'enfuit aussitôt en France et Louis VII lui offre un soutien matériel et financier. Sinon, le Capétien a trouvé un moyen encore plus radical de placer la maison d'Anjou sous pression permanente. En faisant jouer la concurrence entre les fils de Henri II, il pousse la famille Plantagenet vers la guerre civile. Jusqu'ici, la question de la succession côté angevin semblait pourtant réglée. Par le traité de Montmirail, il a été convenu qu'Henri le Jeune reçoive l'Angleterre, la Normandie et l'Anjou. Richard, qu'on surnomme Cœur de Lion, doit hériter du duché d'Aquitaine et le duché de Bretagne doit revenir à Geoffroy. Le problème, c'est que l'accord ne prévoit rien pour Jean qui devient alors Jean sans terre dans les chroniques. Son père aurait bien tenté de lui donner quelques châteaux, mais son frère aîné, Henri le Jeune, estime que ces forteresses ne sont pas à négocier. La situation tourne alors au drame quand ce même Henri le Jeune trahit toute sa famille en se réfugiant chez Louis VII, qui lui se fait un plaisir de s'engouffrer dans la brèche. Il apporte un soutien matériel et financier au fils aîné des Plantagenets, qui rentre ainsi en guerre contre son père. Si nous revenons au schéma de tout à l'heure, nous voyons que les pyramides de l'Empire Plantagenet sont constamment en déséquilibre. Les Angevins ont peut-être un territoire plus grand que celui des Capétiens, mais les pyramides françaises apparaissent plus cohérentes, plus unifiées, plus compactes. Peut-il quand même y avoir une paix entre les deux camps? Selon le traité de Verdun de 843, la Normandie, la Bretagne, l'Anjou et l'Aquitaine font partie de la Francie occidentale. Légalement donc, ces pyramides doivent rendre hommage au roi des Francs et à personne d'autre. La maison d'Anjou est ainsi vassale de la maison Capet, mais dans le même temps, les Angevins détiennent aussi le titre de roi d'Angleterre, et le roi d'Angleterre ne saurait se constituer en vassal du roi des Francs. Les deux couronnes deviennent rivales et ne peuvent pas régler leurs différends par la diplomatie. L'historien Jean Favier résume ce conflit de la façon suivante. L'enjeu, écrit-il, tient à la coexistence sur le sol français de deux entités parfaitement irréconciliables. On se bat pour une colline, on se bat pour un château, on se bat pour un village, on se fait la guerre pour des localités aux apparences anecdotiques comme le Vaudreuil ou Issoudun. Mais le fond de l'affaire, résume Jean Favier, c'est bien qu'il y a deux rois en France. Ainsi, le conflit entre Capétiens et Plantagenets est une sorte de combat à mort où les deux camps s'affrontent dans les règles d'un conflit féodal assez classique. Mariage, complot, intrigue de palais, assaut sur les châteaux forts, toutes les occasions sont bonnes pour inciter les fils d'Henri II à se disputer. Par contre, la maison Capet ne peut pas espérer gagner la guerre si elle n'a pas d'héritier. Le roi des Francs a beau avoir eu plusieurs épouses, elles n'ont donné naissance qu'à des filles, et passé l'âge de 40 ans, le souverain français n'a toujours aucun garçon. Or, à l'époque, la succession est considérée comme incertaine en l'absence d'héritier mâle. Il est bien sûr possible qu'une femme hérite d'un domaine entier, c'est le cas pour Aliénor par exemple, mais les coutumes de l'époque sont plutôt cruelles avec les dames. Dites-vous que la duchesse a bien failli se faire enlever plusieurs fois suite à son divorce avec Louis VII, tandis qu'elle était en chemin pour rentrer chez elle, sa suite s'est fait attaquer sur la route. Les agresseurs, pourtant ses vassaux, ont tenté de la séquestrer violemment car la duchesse représentait pour eux le meilleur parti de France. Quiconque obtenait sa main devenait immensément riche et certains étaient prêts à tout pour l'obtenir. Bref, même si Louis VII aime ses filles, il connaît aussi les réalités de son époque et l'absence d'un fils ne permet pas de garantir sa succession. Tous les yeux sont donc rivés sur sa troisième épouse, Adèle de Champagne, chez qui reposent tous les espoirs de la maison royale. Heureusement pour la reine, l'événement tant attendu par la cour de Paris finit enfin par arriver en 1165. Adèle de Champagne donne naissance à un garçon, Philippe, au grand soulagement de Louis VII qui attendait ce moment depuis 28 ans. On raconte qu'une joie immense s'est emparée du peuple parisien sitôt après. Palatins et bourgeois attendaient fiévreusement la délivrance de la reine, écrit un étudiant parisien. Le mot s'est transmis de bouche à bouche et tout Paris s'est éveillé au son des cloches. En fait, parce qu'on ne l'attendait plus, les chroniqueurs ont surnommé l'enfant Philippe le Dieudonné. Voici le superbe héritier royal, s'exclame l'un d'entre eux. C'est un roi que Dieu nous a donné. C'est par la main de Philippe que le roi d'Angleterre recevra un jour honte et malheur.
1165, le troisième mariage de Louis VII donne naissance à un garçon que ses contemporains ont surnommé Philippe le Dieudonné. L'enfant est sacré lors de la Toussaint 1179 à seulement 15 ans, juste avant que son père ne s'éteigne en 1180. Désormais roi, le jeune souverain découvre très vite la réalité du pouvoir de l'époque, une partie d'échecs interminable où chaque mouvement, chaque injonction, chaque prise de parole est importante. Comme nous allons le voir ensemble, Philippe II devient très vite un tacticien hors pair à ce jeu. Pour comprendre, rappelons qu'en 1179, le royaume des Francs est composé de très nombreux territoires, mais qu'il est possible de le diviser en 5 grands ensembles. Entre Seine-et-Loire se trouve la zone d'influence des Capétiens, structurée autour du domaine royal. Ensuite, la couronne dispose de 4 grands vassaux qui sont le comté de Toulouse, le duché de Bourgogne, le comté de Champagne et le comté de Flandre. Chez les Toulousains, l'hommage au roi des Francs est avant tout symbolique, mais l'intérêt du comté est quand même de rester en bons termes avec Paris. Les deux maisons partagent en effet un ennemi commun, l'Aquitaine, et l'alliance vassalique est stratégique d'un côté comme de l'autre. Plus loin, le duché de Bourgogne est également très puissant, seulement les ducs sont aussi des Capétiens, c'est-à-dire qu'ils sont issus de la même famille que Philippe II. Entre Dijon et Paris, il n'y a aucun intérêt à se faire la guerre et le roi ne se sent pas menacé par les Bourguignons. Par contre, les choses sont un peu plus compliquées avec la Champagne et les Flandres. À Troyes par exemple, les comtes sont régulièrement en rébellion ouverte avec Paris. Louis VII, le père de Philippe, s'était marié avec Adèle de Champagne pour apaiser les tensions. Le nouveau souverain français est ainsi le fruit d'une alliance franco-champenoise. Cependant, si l'alliance a garanti la stabilité du royaume pendant quelques années, les Capétiens veulent maintenant renverser les alliances car la situation chez les Flamands devient préoccupante. Peu de temps après la naissance de Philippe, le hasard des successions a fait que le comté de Vermandois est passé sous la suzeraineté du comte de Flandre. Ce dernier devient donc très puissant, très riche, très influent. Si rien n'est fait, Paris se retrouverait coincé entre des champenois turbulents, des flamands ambitieux et des plantagenets en embuscade. Charge alors au jeune roi de trouver comment briser l'ascension de son vassal. Dans le cas de l'affaire flamande, les conseillers du Capétien le poussent d'abord à ne pas affronter le comte de Flandre ouvertement. Il faut plutôt se rapprocher de lui, du moins pour l'instant, en lui proposant ce qu'il se fait de mieux à l'époque, un mariage. Les deux maisons conviennent rapidement d'un échange. Le roi des Francs prendra la nièce du comte pour épouse. Il fait de Isabelle de Hainaut sa première femme, qui devient donc reine à l'âge de seulement 13 ans. En retour, l'Artois est apporté en dot, c'est-à-dire en cadeau de mariage. Les Flamands acceptent de céder une partie de leur territoire, moyennant la montée d'un membre de leur famille sur le trône. C'est ainsi que la ville d'Arras est incorporée dans le domaine royal dès l'an 1180. Deuxième étape, sitôt après le mariage, la cour de Paris encourage en secret les révoltes dans le pays flamand. Même si elle vient à peine de s'unir au comte par des liens sacrés, la couronne pousse discrètement un vassal de ce même comte à prendre les armes contre lui. Le seigneur du Hainaut défie ouvertement son maître, plongeant toute la région dans la crise. Troisième étape, une fois que le comté de Flandre est en difficulté, le Capétien passe à l'action militaire. En fouillant dans les archives, Philippe réussit à prouver que le comté de Vermandois, qui rappelons-le est récemment passé sous la suzeraineté du comte de Flandre, devrait en fait revenir à une certaine Éléonore, la comtesse d'un village perdu appelé Beaumont-sur-Oise. Éléonore n'ayant pas d'enfant, si elle venait à mourir sans héritier, ce serait légalement son suzerain qui récupérait son domaine. Alors, Philippe II rentre en guerre avec le comte de Flandre au nom du droit. En prenant la défense de la comtesse de Beaumont, il s'offre un casus belli qui lui permet d'attaquer les Flamands en toute légalité. En 1186, la maison de Flandre est débordée sur tous les fronts et demande la paix. Le Vermandois est finalement détaché du comté, et c'est ainsi que seulement 6 ans après le mariage, la maison Capet a complètement cassé son ascension. En 1186, à seulement 21 ans, Philippe brise déjà les rêves de grandeur de la maison flamande et révèle un caractère tenace, cynique et déterminé. Serait-ce suffisant pour gagner la guerre face aux Plantagenets? Pour contrer son plus grand rival, Henri II, le Capétien poursuit la même politique que son père. Nous venons de le dire, Henri le Jeune a reçu le soutien appuyé de Paris pour se révolter contre sa famille. Malheureusement, il meurt en 1183 et le roi des Francs se tourne plutôt vers son frère, Geoffroy. Celui-ci, rappelons-le, est le nouveau duc de Bretagne. Il est alors invité à Paris par le Capétien qui organise pour l'occasion un grand tournoi. À l'époque, ce qu'on appelle un tournoi est autant un événement sportif que politique. Depuis le haut de sa tribune, le souverain veut séduire son invité prestigieux tandis que ses chevaliers veulent briller sur le terrain. Sous les yeux hagards de la foule, les participants galopent chacun de leur côté sur 2 pistes séparées par une barrière en bois.
Le premier compétiteur qui tombe de cheval perd la partie et ce jeu emblématique est appelé la joute. Un poème du XIIIe siècle appelé le tournoi de Chauvency nous apprend qu'il s'agit avant tout d'une affaire d'honneur. Quand tout près chevaliers s'approchèrent, chante le poète, l'un contre l'autre se chargèrent comme s'ils allaient tout descendre. Il n'est pas rare de voir les participants se faire briser une côte ou un bras tellement la joute est un sport extrêmement violent. Ensuite, c'est également l'occasion d'exprimer sa courtoisie envers les princesses. Tous les chevaliers, poursuit la chanson de Chauvency, ont fait chorus à leurs dames. Ma foi, je jure sur mon âme que chacun les devrait aimer. Amour, sacrifice et chevalerie, la mode des tournois nous montre que la France est en fait entrée dans le Moyen-Âge que nous connaissons tous. Alors, d'un point de vue sportif, Geoffroy se serait battu à Paris pour défendre l'honneur de sa maison, de son duché et de tous les Bretons. D'un point de vue politique, Philippe espère surtout en faire un allié précieux. Il sait que le duc est fâché avec son père, qui refuse de lui donner le comté d'Anjou malgré la mort de son fils aîné. Le voir ainsi s'amuser lors d'un tournoi contre des chevaliers français est une bonne façon de souffler sur les braises, divider et impera comme nous l'avons dit plus tôt. Pour Geoffroy, sa présence en France est surtout une occasion de menacer toute sa famille. Il craint que son frère aîné, Richard, obtienne une trop grande part d'héritage et il s'offusque de voir son père chouchouter Jean, l'enfant préféré de la famille, qui s'apprête à recevoir les plus riches terres de l'Empire. Malheureusement pour Geoffroy, la fortune finit par se retourner contre lui. Lors d'une partie de joute, le duc de Bretagne aurait reçu un coup très violent qui l'aurait blessé mortellement. Faute de soins suffisants, il rend l'âme au grand désespoir de Philippe, qui perd ainsi un ami précieux. Qu'importe, à seulement 22 ans, le roi des Francs comprend que la mort de Geoffroy ne laisse que 2 héritiers possibles à Henri II. Richard, âgé de 29 ans, et Jean, âgé de 20 ans, réclament à leur père une part honorable dans la succession. Sauf que les choses ne sont jamais simples avec eux. Henri, le comte d'Anjou, a clairement une préférence pour Jean, et Richard, comme ses 2 frères aînés désormais décédés, se réfugie à Paris pour faire pression sur lui. Philippe s'engouffre dans la brèche, comme avait si bien su le faire Louis VII, et noue avec Richard une amitié sincère. On dit que les 2 souverains mangent ensemble, qu'ils boivent ensemble, qu'ils dorment ensemble dans le même lit. On dit qu'ils deviennent à la fois alliés et amis, même s'ils défendent tous 2 les intérêts de leur maison. En tout cas, en 1187, Richard Cœur de Lion, poussé par le roi des Francs, attaque Henri II et fait le siège du Mans. L'Empire plantagenet retombe dans la guerre civile encore et encore. Alors, voici dans quel contexte le royaume des Francs apprend la nouvelle de la prise de Jérusalem par Saladin. En 1187, tandis que Richard attaque son père, le roi d'Angleterre, les musulmans écrasent les chevaliers de Guy de Lusignan aux cornes de Hattin. Ensuite, le sultan reprend Jérusalem au moment même où Philippe II envoie ses armées dans le Berry. Quand le monde entier entend parler de la bulle Audita Tremendi, on peut imaginer que les souverains français ont été pris de court. Richard est en pleine guerre de succession contre sa famille, Philippe est en pleine opération de grignotage de l'empire voisin, Henri II est en pleine réflexion sur comment léguer son héritage. Néanmoins, refuser d'écouter l'appel de l'Orient serait très dommageable pour la réputation de ces 3 princes de France. Ces derniers conviennent alors rapidement d'un compromis. Sous l'impulsion du pape, Richard Cœur de Lion est finalement reconnu comme l'unique héritier de la maison Plantagenet. C'est à lui que doivent revenir les titres de roi d'Angleterre, de duc de Normandie, de duc d'Aquitaine et de comte d'Anjou. À côté donc, son petit frère Jean est laissé à l'écart. Lui qui aurait rêvé d'être le champion de la maison Plantagenet et de porter fièrement les couleurs de sa maison, il doit accepter un traité défavorable. L'avenir du blason rouge à 3 léopards est placé entre les mains de son frère aîné Richard. À côté, le roi des Francs accepte aussi de signer la paix au nom de l'intérêt supérieur de la chrétienté. Philippe promet de ne pas attaquer l'Empire angevin tant que la croisade est en cours et promet de combattre aux côtés de la maison d'Anjou. La 3e croisade sera donc celle de 2 princes à la fois meilleurs amis et meilleurs ennemis. Arrivé en 1189, soit 2 ans après la chute de Jérusalem, Henri II décède et laisse son fils, Richard Cœur de Lion, hérité de l'un des plus grands empires que l'Europe n'ait jamais connu. Pour nous, c'est l'occasion de continuer à raconter son épopée à travers son voyage en Terre Sainte. Dans un contexte où le domaine angevin est à son point culminant, comment Richard compte-t-il diriger cet immense territoire ? Est-ce que la gloire par les armes pourra suffire à faire taire les critiques contre sa couronne ? Est-ce qu'une éventuelle reconquête de l'Orient pourrait achever les ambitions de son plus grand rival, le roi des Francs ?
Et de l'autre côté, comment Philippe peut-il jongler entre son devoir de chrétien et son devoir envers sa maison? Financer la guerre à mener aux côtés d'un roi avec qui il est lui-même en guerre, c'est prendre le risque de ruiner son état au pire moment possible. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et un commentaire juste en dessous. Nous remercions les éditions Phoenix d'avoir soutenu cette vidéo avec leur réédition de Philippe Auguste par Achille Lucher. Profitez d'une réduction exceptionnelle sur ce livre pendant 2 semaines, ou sinon rendez-vous sur leur site pour découvrir un catalogue complet sur l'histoire de France. Quant à nous nous verrons lors de l'épisode 2 pour le voyage de Philippe et Richard en Terre Sainte et la bataille d'Arsouf contre Saladin. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici et à très vite sur Bataille de France.